Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR du 23 décembre 2024. Noël approche, vous êtes peut-être déjà en train de faire le pied de grue au pied du sapin en attendant vos cadeaux. Si vous êtes à court d'idées de dernière minute, n'hésitez pas à offrir à vos proches fans de basket l'un de nos ouvrages. Il y a le MOOC Small, évidemment, le livre GOAT dont on vous a beaucoup parlé récemment. Il y a aussi la biographie d'Antoine Pimel intitulée Le jour où j'ai découvert que le ping-pong pouvait sauver l'humanité. Tout ça, sauf la bio d'Antoine, évidemment, est disponible sur le site basketsession.com. Les expéditions sont en pause, le temps que Théo revienne de congé. Pour tout vous révéler, allez mettre un petit coup de pression en Floride à Pat Riley pour qu'il retire Jimmy Butler du trading block. Mais les expéditions reprendront juste après le jour de l'an, donc n'hésitez pas à faire plaisir ou à vous faire plaisir pour des gens que vous reverriez seulement après les fêtes. Ça ne mange pas de pain, voilà. On est donc lundi, on va revenir ensemble sur les choses marquantes qui se sont passées ce week-end en NBA. On peut commencer par Victor Wembanyama, Victor qui est dans une forme étincelante. Les Blazers ont pu le constater, ils ont été nettement battus à San Antonio, 114-94, avec un Wembanyama à 30 points, 7 rebonds et 10 contres, le tout sans faire la moindre faute et en passant les 8 dernières minutes du match sur le banc. C'est simple, jamais un joueur n'avait inscrit au moins 4 paniers à 3 points et 10 contres dans un match NBA et aucun joueur de 21 ans ou moins, donc ce qui est le cas de Victor, n'avait plusieurs matchs avec au moins 10 contres à son actif depuis que la Ligue les comptabilise, c'est-à-dire depuis 1974. Victor a shooté à 8 sur 16 avec un 4 sur 8 à 3 points. Il est vraiment dans une forme qu'on espère voir se prolonger au-delà de cette fin d'année 2024. Et si vous avez suivi un peu l'après-match et les passages des conférences de presse, les extraits des conférences de presse d'après-match, vous avez pu voir que Victor a discuté un peu avec Benjamin Moubèche, notre Benjamin national, qui est notre correspondant à San Antonio. Et les deux s'étaient interrogés sur le côté propre des contres de Victor, sur le fait qu'il n'y avait pas de classement officiel des contreurs les plus propres, c'est-à-dire ceux qui commettaient le moins de fautes, mais qui, par rapport au nombre de contres qu'ils réussissent, Benjamin avait promis à Victor de rechercher, d'enquêter à ce sujet, et il s'est exécuté en se concentrant sur les 10 dernières saisons dans la Ligue et en s'astreignant aux joueurs qui ont joué au moins 250 minutes et effectué au moins un contre toutes les 75 possessions, pour reprendre les critères choisis par Benjamin. Et il a pu constater que Victor sortait vraiment du lot avec ce ratio contre faute commise. Ça commençait déjà la saison dernière. Victor avait bouclé sa première saison en NBA avec le meilleur ratio contre faute depuis 10 ans, donc depuis la saison 2013-2014, avec 2,52. Cette saison, depuis la reprise en octobre, il est toujours dans les clous avec un ratio de 2,42, soit le deuxième meilleur sur cette même période. Derrière lui, petite anomalie avec Hassan Whiteside, 2,37 en 2015-2016. Faut oublier que Whiteside, même s'il était parfois décrié par ses propres coéquipiers pour ses errements et son manque de concentration avec le hit, c'était quand même un bon protecteur de cercle. Et derrière, plus logiquement, on retrouve la paire Rudy Gobert-Anthony Davis, les deux à 2,08 sur des saisons différentes. Personne d'autre sur ces 10 saisons n'a atteint ou dépassé le score de 2 sur ce ratio. Donc voilà, Victor peut être rassuré, c'est bien le contreur le plus propre de la NBA depuis 10 ans. Et peut-être plus, mais l'étude de Benjamin s'est concentrée sur cette période. Et Victor disait justement dans cette discussion avec Benjamin qu'il trouvait qu'il y avait trop de fautes sifflées en NBA, trop de fautes accordées à certains et que ça pouvait peut-être un peu biaiser quelques chiffres et être en défaveur des défenseurs et des protecteurs de cercle. Sinon, on dit parfois que Jason Tatum manque de performances statistiques folles dans ses campagnes pour être MVP. Du coup, pour se venger des Bulls qui avaient battu les Celtics 2 jours plus tôt à Boston, Tatum a collé un triple-double bien gourmand, 43 points, 16 rebonds, 10 passes, 9 paniers à 3 points et victoire de Boston 123-98. C'est vrai que c'est une forme d'injustice parce que Tatum est toujours parmi les joueurs les plus constants et les plus réguliers en NBA et il lui manque de temps en temps les accomplissements statistiques qu'en mettent plein la vue de joueurs comme Jokic, comme Doncic, comme Giannis Antetokounmpo. Et ça, évidemment que ça handicape une campagne pour le MVP parce que les votants s'attachent aussi aux statistiques et à ce qui reste à l'esprit. C'est aussi quelque chose dont est peut-être victime Shai Gilgeous-Alexander, qui lui aussi est un modèle de constance et de fiabilité, mais qui ne fait pas des matchs en statistique en tout cas, comme le font très très fréquemment Jokic, Giannis. J'ai pas cité Joel Embiid aussi, mais évidemment que lui aussi a des
des performances statistiques énormes. Et ça permet de parler du retour rapidement de Joel Embiid, qui avait été victime d'une fracture du sinus il y a quelques jours. Il a fait son retour avec un masque lors de la victoire des Sixers contre les Hornets, 108-98. Il a été très bon, 34 points, 9 passes et 5 rebonds. Il n'a pas joué le match dans la foulée en back-to-back, c'était prévu déjà en début de saison avant même cette blessure au nez. Et là, pour le coup, les Sixers ont été nettement battus par Cleveland. Voilà. En tout cas, Embiid est en mesure de jouer avec un masque. C'est une bonne nouvelle pour les Sixers qui ont forcément besoin de leur MVP 2023 et de leur meilleur joueur pour essayer de redresser la pente. Ce week-end, il y a aussi eu un derby floridien assez incroyable entre Orlando et Miami. On a pu assister à l'un des comebacks les plus impressionnants de la saison. Orlando était mené de 22 points par Miami au début du 4e quart-temps. 3 fois, ils ont été à 20 points en plus de retard. Et le Magic est quand même revenu pour s'imposer un comeback exceptionnel. Cole Anthony a inscrit 27 de ses 35 points après le repos. KCP a mis 24 points, Goga Bitadze en double-double. Et pourtant, la soirée a malheureusement fini sur une mauvaise nouvelle et le week-end s'est terminé sur une mauvaise nouvelle pour le Magic. Vous avez peut-être vu que Moritz Wagner, qui avait été touché au genou dans le premier quart-temps, sans contact, un mauvais appui, derrière il s'est tenu le genou, il s'est effondré. On a tout de suite senti que c'était pas une très très bonne nouvelle, même s'il n'a pas manifesté, il n'a pas hurlé, il n'a pas crié. Malheureusement pour Mo Wagner, c'est une fin de saison. Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. C'est catastrophique pour Orlando, qui était déjà affaibli avec, depuis le début de la saison, plusieurs pépins majeurs. Le premier, Paolo Banchero, qui n'est pas encore sur le retour. Puis Franz Wagner, le frère de Moritz, victime lui aussi d'une blessure au muscle oblique, qui va seulement être réévaluée en janvier. On ne sait pas quand il va revenir. D'autres blessures ici et là, je pense à Gary Harris par exemple. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Franz Wagner, Mo Wagner, qui lui aussi, comme son frère, était sur la meilleure saison de sa carrière, en sortie de banc, 13 points, 5 rebonds par match, une énergie contagieuse, un rôle vraiment, vraiment important. Même peut-être, on l'avait pas évoqué avec Antoine et Théo, mais peut-être même des prétentions raisonnables dans la course au titre de 6e homme de l'année. Il scorait moins que d'autres prétendants, mais il avait un vrai impact sur les résultats. Et malheureusement, fin de saison donc pour Moritz Wagner. Une mauvaise nouvelle qui va pousser Jamal Mosley à redoubler d'ingéniosité pour essayer de maintenir le Magic dans le haut du classement. Pour l'instant, c'est le cas, mais jusqu'à quand? Et puis quand reviendront Franz Wagner et Paolo Banchero, ça reste un mystère. Pour le moment, ça a été un peu une approche du next man available pour le Magic. Ça a été Suggs après que les deux principaux soient blessés. Suggs aussi a eu des problèmes de blessure. Après, ça a été Cole Anthony, un coup Bitadze. Maintenant, à qui le tour? Peut-être Cole Anthony à nouveau qui sort vraiment d'un match exceptionnel, mais ça devient vraiment compliqué pour Orlando, dont on imagine mal. Voilà, j'essaye d'être positif. C'est l'équipe que je préfère dans la conférence Est, mais ça me semble quand même compliqué. Si Mosley arrive à maintenir Orlando dans le top 4, je l'ai dit et je le redis, il faudra vraiment étudier encore plus sérieusement à sa candidature pour le titre de coach de l'année. Évidemment que Kenny Atkinson, pour l'instant, est le grand favori pour ce qu'il réalise avec Cleveland. Mais ce qu'est en train de faire Jamal Mosley, déjà depuis qu'il est à la tête d'Orlando, c'est très très fort. S'il arrive à maintenir Orlando avec autant de galères, autant d'embûches sur le chemin dans le top 4, voire même plus, je trouverais ça digne d'une victoire à la fin, sans enlever quoi que ce soit du mérite de Kenny Atkinson, évidemment. Il y a un autre coach qui marque les esprits depuis quelques années maintenant en NBA, c'est celui d'OKC, c'est Mark Daigneault. Et donc pour parler d'OKC, Mark Daigneault qui avait lancé Alex Caruso à l'époque en G-League avec le OKC Blue avant que Caruso ne soit récupéré par les Lakers avec la réussite qu'on connaît derrière. Et bien on va pouvoir compter sur Alex Caruso encore quelques saisons parce que le Thunder a prolongé le Divin Chauve pour 4 saisons et 81 millions de dollars. OKC avait réussi un joli coup avec lui pendant l'intersaison avec ce trade en échange de Josh Giddey qui lui était parti vers Chicago. On n'a peut-être pas encore vu pleinement l'impact d'Alex Caruso sur le Thunder. Il a manqué quelques matchs, il joue en sortie de banc, mais tout le monde est content de la collaboration, ça se passe très bien. Il tourne à près de 2 interceptions par match, c'est sa meilleure moyenne en NBA, c'est aussi le 2e joueur de la ligue qui inflige le plus mauvais pourcentage aux joueurs auxquels il conteste des tirs, donc défensivement
Il apporte tout à fait ce qui était envisagé. Il est peut-être un peu moins playmaker que ce que le Thunder espérait dans un premier temps, mais il y a tellement d'atouts dans cette équipe que pour l'instant c'est surtout sa défense qui est mise en avant. Et pour revenir sur le montant, pareil, c'est Benjamin qui analysait ça sur X. Il expliquait que Caruso allait donc toucher 18 millions de dollars en 2025-2026, donc la saison prochaine, et ça fait 11% du salary cap. Pour un joueur qui est aussi important au niveau de la défense et dans la rotation, tout en étant un playmaker secondaire, hein, c'est aussi ce qu'on attend de lui, finalement, alors il aurait pu chercher un plus gros marché, il a déjà été champion, il aurait pu chercher une plus grosse paye peut-être, c'est finalement pas si énorme. Donc je trouve que c'est aussi, je suis d'accord avec Benjamin, je trouve que c'est une bonne opération pour Oklahoma City. Il a que 30 ans, c'est un joueur encore frais, malgré des problèmes de blessures de temps en temps, c'est quand même un joueur frais qui a démarré sur le tard. Donc c'est pas si énorme, mais c'est une bonne affaire. OKC a une équipe avec des défenseurs totalement élites, avec Caruso, avec Lugensdort, avec Kayson Wallace aussi, dont on parle pas beaucoup, sans même parler des joueurs majeurs offensifs de l'équipe qui sont aussi de bons défenseurs, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Chet Holmgren, on attend des nouvelles de sa convalescence, on espère lui aussi le voir revenir, mais c'est une équipe très 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 complète à laquelle il manque peut-être juste un peu d'expérience dans les très très grands rendez-vous. Je sais pas si on peut considérer que la finale de la NBA Cup c'est un signe que cette équipe manque d'expérience. En attendant, elle reste sur 7 victoires consécutives puisque la NBA Cup ne compte pas, enfin la finale de la NBA Cup ne compte pas dans le bilan de la saison. OKC est leader très solide de la conférence Ouest et n'entend pas s'arrêter là à mon avis. Il y avait aussi des matchs cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, il n'y en avait que 3. Il y a eu un petit thriller du côté de New Orleans entre les Nuggets et les Pelicans. Les Nuggets qui se sont imposés 132-125 après prolongation. Ça a été dur, comme très souvent pour les Nuggets cette saison. Jokic et Denver étaient clairement à côté de leur sujet pendant pas mal de temps pendant ce match. Jokic n'a pas marqué pendant les 21 premières minutes, ce qui lui arrive quand même pas souvent. Et donc ils ont dû passer par la prolongation pour l'emporter. Jokic s'est finalement fait violence pour emmener Denver en prolongation. C'est Jamal Murray qui met le dernier panier pour emmener le match en prolongation, mais c'est Jokic qui met les 6 premiers points de Denver en prolongation et qui les met sur de bons rails. New Orleans menait de 9 points à moins de 8 minutes de la fin, avec des bons matchs de Jordan Hawkins, 25 points, CJ McCollum, 24 points, mais ça n'a pas suffi. Et Jokic, malgré un démarrage très timide, finit avec 27 points, 13 rebonds, 10 passes, une nouvelle journée au bureau et en triple-double pour le Joker. Et donc une victoire pour Denver face à des Pelicans qui ont perdu 16 de leurs 17 derniers matchs. Le calvaire continue, on n'est même pas à mi-saison, on va pas le redire à chaque fois, mais c'est assez déprimant et désespérant. On pense aux fans des Pelicans et aux gens qui les suivent même de là-bas. On sait qu'on en a dans la late session parmi nous. Dillon Brooks, lui, s'est rappelé qu'il était Canadien et qu'il avait envie de briller devant son public, devant ses compatriotes cette nuit à Toronto. Dillon Brooks a fait un très bon match dans la foulée de ses dernières bonnes performances. Faut reconnaître que Dillon Brooks est très en forme offensivement notamment. Il a mis 27 points cette nuit. Meilleur marqueur de cette rencontre qui s'est achevée par une courte victoire de Houston, donc 114-110 à Toronto. Victoire à l'extérieur. Houston n'avait pas gagné depuis plus de 5 ans là-bas. Et ça s'est produit donc cette nuit malgré une mauvaise entame. Ils étaient menés dès le premier quart-temps. Ils ont eu beaucoup de mal à freiner Jacoby Walter, qui est une bonne trouvaille pour les Raptors cette saison. 27 points pour lui, dont les 14 premiers du match. Pour son retour à Toronto, Fred VanVleet, donc c'est là où il a remporté le titre, le seul titre de l'histoire de la franchise en 2019. Il y a eu un peu la tremblote, 2 points à 1 sur 10 pour le meneur des Rockets. Et grâce à cette deuxième victoire de suite, Houston consolide sa 3e place à l'Ouest et résiste pour le moment, jusqu'à quand on ne sait pas, mais on imagine peut-être qu'à un moment ça va s'inverser pour résister à la pression des Mavs qui sont juste derrière. Il y avait un dernier match, les Pacers. Les Pacers vont vraiment vraiment mieux. On a été dur avec eux depuis le début de la saison, il faut reconnaître qu'ils vont très bien. Ils l'ont confirmé en éclatant les Kings à Sacramento. Les Kings, eux, qui sont sur la dynamique totalement inverse, puisque Indiana a remporté ses 4 derniers matchs, Sacramento a perdu ses 4 derniers. Et la nouvelle défaite à domicile pour les Kings, 122-95. Le laser, le beam n'impressionne plus personne. 11 défaites en 17 matchs cette saison. Il y a vraiment un syndrome à domicile pour les Kings qui sont bien plus à l'aise à l'extérieur. Ça me rappelle quelque chose avec mon équipe de foot préférée cette saison.
Et après une première mi-temps serrée, Indiana a accéléré et a passé un 70-43 avec une très belle répartition du scoring. C'est aussi ça normalement la force des Pacers et on l'a vu. 7 joueurs à 11 points en plus, Pascal Siakam à 19 points, les Kings qui ont shooté à 36% et qui sont donc sur 4 défaites consécutives avec, comme j'ai dit, une dynamique totalement inverse à celle des Pacers. Voilà pour le point sur ce qui s'est passé ce week-end. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez retenu, et puis à commenter sur ce que vous voulez. Évidemment, on prend toujours avec plaisir vos remarques, vos critiques éventuellement, tant qu'elles sont constructives, bien entendu. Antoine et Théo seront pas là les prochains jours, mais normalement, sauf accident, je serai parmi vous lorsqu'il y a des matchs et des news à traiter. Pas sûr qu'il y ait de late session demain soir, je vous tiendrai au courant aussi, ça dépend de l'emploi du temps. Dans tous les cas, on ne sera pas absent bien longtemps. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain matin.